On vous a dit le titre de mon exposé, la co-individuation à toutes allures, sous-titré « Une expérience de l'anamnèse citoyenne ». Alors, je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui pour penser et réfléchir, et surtout cette année avec une académie d'été sous l'intitulé d'une coopération des cerveaux, parce qu'à cette formule, moi j'aimerais bien ajouter ce qu'elle me semble impliquer, et ce serait une coopération de tous les cerveaux. Moi qui ne suis pas philosophe de formation, je ressens pourtant une très grande légitimité et même une nécessité à ce que mon cerveau coopère avec les vôtres et à ce que nous philosophions ensemble. Partant des analyses de Bernard, des travaux de Pharmakon et d'Ars Industrialis et de mes propres recherches, je vais donc vous proposer une analyse de ce qu'une coopération de tous les cerveaux me semble impliquer vis-à-vis de ces armes que Deleuze disait falloir chercher et qu'avec Bernard nous nous sommes mis en tête de trouver. Bernard a évoqué à maintes reprises la nécessité pour des universitaires, des juristes, des économistes, des politiciens, de se réunir pour penser une nouvelle économie politique, une nouvelle école, une nouvelle jurisprudence, et pour concevoir ensemble, dans une internation et à travers une organologie générale, une pharmacologie positive porteuse de paix. Il me semble que nous serons tous d'accord pour dire qu'à cette entreprise doivent s'associer beaucoup plus de cerveaux, tous à vrai dire. Il nous faut donc trouver des armes, mais nous devons aussi nous poser la question nécessairement suivante. Qui voudra s'en servir? Les thérapeutiques que nous devons inventer devront en effet, en même temps qu'elles deviendront des armes, devenir aussi des motifs, des raisons, des désirs de se battre, c'est-à-dire d'inventer et de se souvenir. Si la pharmacologie positive à laquelle nous devons travailler ne suscite pas fondamentalement et chez chacun un vouloir à la transindividuation, alors elles seront caduques et elles tireront à blanc. Or, faire adopter des armes est une tâche de longue haleine, qui n'est pas entièrement compatible avec le temps-lumière dans lequel évolue l'information numérique, à travers le web. La naissance d'une volonté transindividuelle d'invention demande du temps, des temps différents. Il ne peut y avoir de synchronie, de révolution ou d'invention catégorielle spontanée ou absolument permanente. Cette invention d'un nouveau paradigme ne peut surgir à toute vitesse, elle doit s'effectuer, c'est ce que je pense en tout cas, à toutes allures. Et pour cela, cette invention doit investir des espaces différents. Afin d'illustrer ce propos, je vous présenterai un exemple de thérapeutique que j'ai expérimenté ces 12 derniers mois et je vous proposerai de penser les éventuelles limites d'une telle thérapeutique et ses potentiels développements. Nous vivons à une époque du monde tel que celui-ci tente à se décloisonner. Grâce à Internet, à Google et aux réseaux sociaux, il nous est désormais possible de converser à la vitesse de la lumière avec une personne habitant à l'autre extrémité du globe et d'échanger avec elle, sans l'avoir jamais rencontrée, quand auparavant, nous n'aurions probablement pas entendu parler l'un de l'autre. Nous entrons dans une nouvelle ère du dialogue et du rapprochement des peuples. Ce doit être pour nous une source infinie d'émerveillement et de réjouissance. Cependant, ces tendances de décloisonnement sont encore jeunes et le monde nouveau dans lequel nous entrons depuis une trentaine d'années est en fin de compte un nouveau-né. Pour nous, en France, communiquer avec un Philippin ou un Chinois est possible, mais ça n'est pas quotidien, ça n'est pas une habitude ou une formalité. Ça n'est pas non plus donné à tout le monde. Pour un temps encore, notre monde sera divisé et la transindividuation à l'échelle globale restera limitée dans la mesure où le multiculturalisme, l'individualisme, les inégalités, la prolétarisation généralisée empêchent l'ensemble des usagers du web de communiquer par manque de technique comme manque de choses à se dire. Nous devons nous souvenir qu'avant d'être citoyens du monde ou citoyens de l'incarnation, nous sommes encore citoyens d'une nation ou de plusieurs nations ici. Et en tant que tel, il nous faut favoriser un dialogue avec ceux qui nous entourent et qui participent d'un même cadre, plus restreint. Il faut que s'échangent les pensées, les arts, la langue, les idées, les pratiques, en gros tous les savoirs. Dans notre cadre national, comme la plupart des autres, un très grave déficit attentionnel, largement analysé et symptomatologisé par Bernard, a rendu cet échange de plus en plus difficile. Or, un tel déficit doit devenir ce qu'il nous faut. Il nous faut profiter de ce que la négativité des technologies rétentionnelles, cultivées par l'idéologie, aura détruit la conscience citoyenne pour imaginer une thérapeutique permettant de dépasser les limites de la transindividuation telle qu'elle existait jusqu'à la révolution conservatrice et jusqu'à l'avènement dans les années 80 du règne du silicium et de l'incurie. Nous devons retourner la toxicité du pharmacone dans ce qui doit être le second coup du double redoublement épocal conceptualisé par Bernard. Or, ce second coup, ce retournement, ne peut s'effectuer qu'à la condition que chaque individu,
au sein de l'État-nation ou de son milieu associé particulier, et en attendant une nouvelle perspective peut-être portée par une internation, s'engage volontairement dans une co-individuation, qui doit être le préalable à une transindividuation. C'est ce que dit Bernard dans Pharmacologie du Front National, je cite, il annonce que l'individuation psychique est toujours une participation à un processus de transindividuation, de près ou de loin, qui passe toujours par un processus de co-individuation. Fin de citation. La participation impliquée par l'individuation psychique, collective et technique est le nœud de ce vouloir la transindividuation. Et à l'échelle de l'individu membre d'un État-nation, cette volonté correspond à un désir citoyen, celui-là même que les armes que nous nous proposons de trouver devront susciter, et qui doit être celui de tous les cerveaux, comme l'écrivait Michel Foucault, que je cite, qui disait « Prendre soin de soi-même n'est pas simplement une obligation qui incombe aux jeunes gens soucieux de leur éducation, c'est une manière de vivre qui concerne chacun tout au long de sa vie. » Fin de citation. Et si ce désir citoyen doit être celui de tous, car à moins de nous rêver philosophes rois, nous disons vouloir que l'invention catégorielle soit à la portée de tous, il nous faut penser des armes permettant une invention démocratique. Le processus nécessaire de recatégorisation dans lequel nous nous embarquons appelle la participation potentielle de tout utilisateur du pharmacone, et il ne s'agit pas seulement de nourrir un savoir-vivre la transindividuation, c'est-à-dire l'invention de pratiques. Nous devons solliciter un vouloir vivre cette transindividuation, qui fasse de ces pratiques des nécessités. Ce vouloir vivre, ce désir citoyen, appelle une prise de conscience pharmacologique, qui doit être aussi une prise de conscience organologique, et le fondement d'une coopération de tous les cerveaux. Dans le vocabulaire de Ars Industrialis, il est dit que l'attention est par excellence la modalité de la conscience. Or, prendre soin de la cité, cela passe nécessairement par le développement de l'attention des citoyens, et donc par une prise de conscience, qui est aussi une prise d'initiative et une prise de risque. La prise de conscience de la condition pharmacologique est en cela une confrontation pharmacologique en soi, puisque le risque, le kairos, ça peut aussi se révéler une chance. C'est pourquoi l'école, qui est un préalable nécessaire et en tant qu'elle doit être refondée, ne peut suffire comme thérapeutique publique, car il ne suffit pas qu'il y ait lieu une institution de l'individuation, il faut aussi qu'il y ait naissance d'un vouloir l'individuation, c'est-à-dire d'une paideia. Il nous faut donc trouver des armes capables de restaurer un désir d'individuation citoyen en suscitant l'attention des personnes, pour qu'elles-mêmes désirent d'orienter leur attention retrouvée vers ce qui compte, ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, vers le symbolique. Si nous devons trouver des armes, c'est pour nous battre. Or, la dimension organologique du pharmacone représenté par l'espace public lui confère aujourd'hui 3 aspects majeurs. Celui de la langue, dont la toxicité, notamment cultivée par le marketing, s'exprime plus que jamais sur les psychismes. Celui de la société, dont les politiques actuelles dominantes d'un ultralibéralisme néoconservateur sont la toxicité incarnée. Et celui du numérique comme technologie de la rétention tertiaire, permettant une utilisation toxique de captation et de destruction de l'attention. Combattre ces 3 toxicités demande non seulement de la volonté, mais aussi du temps. D'abord parce que le principe même de la condition pharmacologique est que la toxicité revient toujours. Mais aussi parce que ces 3 toxicités étant des courts-circuits du transindividuel, il faut créer de nouveaux circuits longs de transindividuation, et cela représente une tâche de longue haleine. Nous ne devons pourtant pas oublier que la technologie de la rétention tertiaire a accédé à un temps différent de celui auquel l'histoire nous avait habitués. La publication en temps-lumière défavorise notre combat, en même temps qu'elle laisse le champ libre au court-circuit de la langue et de l'idéologie, lesquels s'entre-alimentent dans l'inter-individuel. Cet état de fait, Bernard l'a analysé en disant que le second coup du double redoublement épocal ne peut désormais plus être ponctuel, mais doit être permanent et infiniment rapide. Cet état de fait appelle la nécessité de développer des thérapeutiques à partir de la technique du temps-lumière elle-même, c'est-à-dire à partir du numérique. C'est dans cet esprit que l'Institut de la recherche et de l'innovation poursuit ses Digital Studies et que beaucoup d'autres beaucoup parmi nous d'ailleurs, travaillent à concevoir des outils et des pratiques nouvelles qui soient là je cite Pharmacologie du Front National, qui soient des thérapeutiques en tant que politiques conçues comme soin pris du pharmacone et avec le pharmacone. Fin de citation. C'est en effet par l'invention d'outils et de pratiques favorisant notamment l'annotation, l'indexation et l'éditorialisation, qui sont des participations, qu'une invention catégoriale démocratique et infiniment rapide pourra se produire,
dans un second coup permanent du double redoublement épocal. Pour autant, ces thérapeutiques au pharmacone numérique et avec lui, c'est-à-dire en vitesse-lumière, si elles permettent aussi d'apporter un remède organologique, me semblent encore insuffisantes vis-à-vis de l'organologie somatopsychique et de l'organologie politique. Celles-ci réclament pour leurs soins des savoir-vivre, faire et penser que la technique du temps-lumière ne peut leur offrir pleinement. Le psychisme et le corps réclament pour leurs soins des techniques de soi qui ne peuvent être uniquement des écritures de soi avec le numérique, et dépendent qui plus est de cette latence émotive évoquée par Simondon, ce temps de l'émotion, potentiel de réalisation ultérieure par l'individuation collective d'une part de nature pré-individuelle. De manière analogue, la discussion et la réflexion politique appellent une différence thérapeutique avec un A, dans la mesure où la gestion des groupes sociaux et la production de jurisprudence fonctionnent sur des temps divers. Le geste et la parole qui fondent l'individuation psychosociale passent par une inscription de soi qui doit accompagner le devenir technique de la prothéticité originelle du vivant noétique. Mais si les révolutions techniques successives nous ont appris à nous écrire et à nous lire différemment, à chaque fois, nous n'avons pas pour autant abandonné nos savoirs préalables. Cet abandon, c'est ce que l'idéologie voudrait que nous accomplissions enfin pleinement, et afin de nous rendre pleinement dépendants d'elle. La toxicité du pharmacone numérique, telle qu'elle survient comme bêtise dans le premier coup du double redoublement épocal, tente à nous imposer cet abandon. Comme il est dit dans Pharmacologie du Front National, les chocs technologiques effacent la plupart des circuits de transindividuation. Les savoir-faire, vivre et penser constitués, comme un coup de pied dans une fourmilière, en détruit les galeries, provoquant la panique des insectes sociaux. Fin de citation. Refuser cet abandon reviendrait alors à combattre la toxicité du pharmacone numérique, non seulement à son propre rythme, bâtissant avec la participation volontaire de tous les cerveaux de nouveaux circuits longs de transindividuation passant par le numérique et l'invention catégoriale infiniment rapide, mais aussi en favorisant une recapacitation de soi et de soi face à l'autre et face à la technique, à travers une mémoire des savoirs, celle-ci passant par une différence thérapeutique avec un A. Encore une fois, je cite ce passage de Pharmacologie du Front National, « L'individuation psychique est toujours une participation à un processus de transindividuation, de près ou de loin, qui passe toujours par un processus de co-individuation. » Fin de citation. Ces processus de co-individuation, désirés et désirables, les réseaux sociaux et les technologies d'annotation, d'indexation et d'éditorialisation les rendront possibles à la vitesse de la lumière et à toutes les distances. Or, dans le même temps, nous ne pouvons omettre de solliciter des processus de co-individuation territoriaux, entre guillemets, c'est-à-dire citoyens, de proche en proche, de tous les cerveaux dans leur milieu associé. Lier les deux types de processus, à savoir la mémoire des savoirs anciens qui ne doit pas être entièrement effacée et l'invention de savoirs nouveaux, et les deux types de champs de bataille, l'un à toute distance, l'autre au niveau local, c'est à mon avis le meilleur moyen de favoriser la création et le maintien de circuits longs de transindividuation. D'autre part, nous devrions tirer les leçons de ce que la pharmacie du corps nous apprend. En effet, lorsqu'une maladie se déclare, le remède peut venir de l'intérieur du corps ou bien de l'extérieur. Dans le premier cas, il s'agit du travail des anticorps. Dans le second, ce sont les médicaments. Il arrive que l'on remédie à une affliction par la seule action des anticorps, mais il est toujours préférable de travailler à une pharmacologie médicamenteuse, ne serait-ce que pour le cas où, mais aussi parce que certaines maladies ne peuvent être traitées que par les médicaments. Dans notre cas, on pourrait imaginer détourner la toxicité du pharmacone numérique par l'usage de son propre cadre et de son propre temps, mais nous devrions nous assurer que des remèdes extérieurs voient le jour, qui nous offrent une chance, d'une part en prévention, et d'autre part en cas de faillite des anticorps. Ces médicaments doivent être conçus dans ce que Bernard appelle, dans Pharmacologie du Front National, un autre temps, le temps d'une nouvelle négantropie. Fin de citation, car, et je cite encore une fois, un tel frayage qui reconstruit des circuits longs, voire très longs et même infiniment longs, c'est ce à quoi renvoie l'anamnésis dans sa première version telle que Socrate la donne à penser dans Ménon, se donne le temps comme on se donne le là, et en vue de concerter, de jouer de concert et de donner du jeu. Fin de citation. Ce n'est que dans une différence posologique avec un A, qui peut être à la fois une prévention et une sortie de secours, que le travail des anticorps pourra se faire sereinement. Si nous ne pouvons dépendre des seuls anticorps, c'est parce que nous ne pouvons nous permettre de dépendre du pharmacone lui-même. En effet, la toxicité du pharmacone, telle que Prométhée nous l'a léguée comme technique ou désir, est non seulement une potentielle négativité, mais c'est aussi la possibilité d'un défaut nouveau,
le risque d'une panne. Panne du désir lorsque l'envie n'y est plus et que le désir en berne nous fait oublier la politique pour lui préférer la dénonciation. Panne de la technique aussi, dans la mesure où tout objet technique est susceptible de dysfonctionner, de l'arme préhistorique brisée à la panne de courant. Cette toxicité aussi, nous devons la penser et la combattre. Et cela passe par la nécessité d'un hors-territoire comme complément. C'est pourquoi les thérapeutiques que le second coup du double redoublement épocal doit amener, à la fois en permanence et ponctuellement, devront être tout autant des thérapeutiques de l'utilisation du numérique et des thérapeutiques de la non-dépendance au numérique. Cette double nature ou cette complémentarité des armes que nous devons trouver est ce qui nous permettra d'assurer la prévention d'une panne, de la prothéticité qui nous caractérise, par l'usage positif d'une prothèse autre, c'est-à-dire d'éviter une dépendance, l'un des caractères toxiques du pharmacone. Nous devons travailler en dehors du territoire numérique afin de valoriser la mémoire des savoirs politiques, linguistiques, technologiques et grammatologiques dans une conservation qui doit toujours être aussi une conversation, laquelle exige plus encore que l'invention catégorielle permanente un très grand courage noétique. La dianoïa, comme épiméthéia, ne peut qu'avoir lieu dans un second coup ponctuel et dans une différence avec un A que la vitesse de la lumière ne permet pas. Il faut d'ailleurs ajouter à cela une remarque en commentaire à Pharmacologie du Front National, lorsque Bernard écrit « Après les 2 temps de l'épiméthéia advient un 3e temps, celui de la retombée dans le cours ordinaire des choses, par où les nouveaux circuits de transindividuation se disséminent et deviennent la nouvelle norme, sous 1000 modalités. » Fin de citation. Nous l'avons dit, à l'époque de la publication en vitesse lumière, le second temps de l'épiméthéia doit être permanent, c'est-à-dire lui-même infiniment rapide, et nous avons ajouté que ce second temps passait aussi par une différence avec un A. Ceci semble impliquer que le 3e temps du choc, si on lui accorde une existence à notre époque, ne peut être pensé que comme une reprise de contrôle ou une normalisation de nature quantique et en équilibre métastable d'une métastabilité sensible, et qui consiste en un permanent déphasage de la reprise de contrôle comme un combat en permanente individuation. C'est pourquoi on ne peut envisager une pharmacologie positive au XXIe siècle qu'en associant des thérapeutiques infiniment rapides de l'invention et des pratiques à toutes allures de l'anamnèse, ces dernières permettant une indispensable formation différentielle avec un A de l'attention de tous les cerveaux à travers l'expérience citoyenne d'une anamnèse des savoirs. Dans la lignée de cette théorie pharmacologique, j'ai organisé à partir de septembre 2012 un cadre expérimental visant à développer des pratiques d'une pharmacologie positive. Cette expérience a pris la forme d'une co-individuation anamnésique que j'appelle citoyenne, c'est-à-dire d'une conversation entre citoyens d'un même milieu associé, d'un même cadre politique et d'une même langue, j'insiste là-dessus, par le biais d'une anamnèse commune et à partir de savoirs constitués. En effet, comme l'écrit Bernard dans Pharmacologie du Front National, cette co-individuation est toujours elle-même l'apprentissage de ceux dont héritent ensemble les individus psychiques qui s'individuent ainsi collectivement et qui est supportée par les rétentions tertiaires dont l'ensemble forme un milieu pré-individuel commun à tous les individus psychiques. Fin de citation. De fait, ce que j'ai baptisé en conséquence cercle de lecture, et j'aurais pu ajouter cercle de lecture de soi, mais c'était moins commode, a consisté à mettre des personnes au profil très différents, universitaires, travailleurs et chômeurs d'âge varié, et la majorité d'entre eux étaient étrangers à la pratique philosophique, je tiens à le souligner, face à un même sujet thématisé, choisi par le groupe, et inviter chacun à s'impliquer dans une réflexion anamnésique autour de ce thème, selon l'angle de son choix, à travers la lecture d'un hypomnématone, qui pouvait être un texte publié par Montaigne ou Queneau, un poème de Roubaud ou de Goethe, un article de journal, un support de mémoire vidéo ou audio, voire un extrait de correspondance. Le lecteur était d'ailleurs encouragé à écrire lui-même ce qu'il comptait dire. Chaque séance offrait ainsi une multiplicité d'interrogations, de débats et d'expressions de soi, infiniment nécessaires en vue de bâtir nos attentions particulières et donc de créer de nouveaux désirs et de nouvelles protensions. Cette expérience fut menée à Paris surtout, mais aussi à Bruxelles et Compiègne, avec un groupe à géométrie variable et de manière régulière sur 24 séances s'étalant de septembre 2012 à juin 2013. Les cercles de lecture se voulaient et se voudront, puisqu'une seconde saison, comme j'aime bien le dire, verra le jour en septembre prochain, et parce que nous espérons voir l'initiative fleurir dans d'autres villes,
mais à part notre implication, en dehors de notre territoire. Les cercles de lecture se voulaient et se voudront une implication de chaque cerveau, non pas disponible, mais volontaire, c'est-à-dire une thérapeutique citoyenne du vouloir l'individuation, qui passe par une paideia commune et locale, des savoir-vivre, faire et penser, et de la filia. Des fonctions qui sont autres que pédagogiques s'y affirment, précisément celle entrevue par Michel Foucault dans son analyse de la paideia chez les stoïciens, une fonction critique, une fonction de lutte et une fonction thérapeutique. La fonction critique s'exprime à la fois dans la réécriture de soi et de l'autre, et donc de soi à travers l'autre. Et quand je dis l'autre, je veux dire un autre participant, ou bien la mémoire d'un autre, à travers l'hypomnématon qui est lu ou proposé. Mais aussi dans l'autocritique du médium. Depuis leur lancement, les cercles de lecture ont en effet changé de mode d'existence, lorsque la nécessité s'en est faite sentir pour les participants, qui ont décidé ensemble de nouvelles modalités. La fonction de lutte, telle que l'a décrit Foucault, c'est pour l'individu un combat permanent, et cela passe par les armes et le courage qui lui permettront de se battre toute sa vie. Ce courage et ces armes, nous les trouvons dans la critique, qui est un courage noétique, les concepts qui surgissent par l'écriture de soi de chacun, et la pratique même de cette écriture de soi, qui est une lecture de soi et de l'autre. La fonction thérapeutique tient en ce que la critique et la lutte offrent à chaque participant comme remède au pharmacas de l'espace public. En même temps que ces participants évoluent au sein de leur paideia propre et d'une paideia commune, que j'appelle citoyenne, et qui, pour ma part, je ne veux pas parler pour les autres participants, a ouvert un horizon protentionnel basé sur des rétentions, appelé de nouveaux désirs et rendu sensible de nouvelles consistances, c'est-à-dire ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Contrairement à l'école d'Épictète, étudiée par Foucault, il s'agit cependant, avec les cercles de lecture, d'un processus de co-individuation. Aucun maître ne monopolise le logos et il ne s'agit pas d'un apprentissage reposant sur l'écoute et l'écriture, sans anamnèse, de vérités qui ne résideraient pas en l'apprenti. C'est un mélange. Les vérités sont accouchées et échangées. Il y a réminiscence et réécriture de l'autre, mémoire et invention. Les cercles de lecture sont en cela une ascésis pensée comme une thérapeutique aux toxicités issues de l'exercice de la langue, de la rétention tertiaire en général, et de la police. La langue, telle qu'elle est actuellement pratiquée au quotidien, à travers les rétentions tertiaires que sont la télévision, le web, la radio, le cinéma, la chanson, l'écriture, et à travers aussi le dialogue, est une source de souffrance pour le locuteur, qui est aussi un littérateur, le fameux literate mind de Walter Ong, parce qu'elle combine deux aspects négatifs qui sont d'une part l'étouffement d'une désindividuation, celle de la langue et par là celle de celui qui la pratique, lorsqu'elle est éreintée par le marketing, le populisme, la vulgarisation en général, et d'autre part l'écrasement que représente pour à peu près tout le monde la langue comme entité intouchable par l'individu, façonnée par le collectif, sur lequel l'individu croit le plus souvent à tort qu'il n'a pas de prise, ou par une institution inatteignable comme l'Académie française. Bien entendu, cet écrasement est aussi illusoire que l'étouffement de la langue est attaquable. C'est à ces deux aspects que les cercles de lecture apportent un remède en rappelant chacun sa capacité d'expression et son rôle psychosocial de faiseur de langue, tout en lui permettant d'individuer concrètement son langage et donc de s'individuer soi-même. Qu'il s'agisse de méta-co-individuation à proprement parler, avec par exemple une séance sur le thème des langages, ou de co-individuation langagière implicite, le mode d'existence des cercles de lecture promeut cette thérapeutique à la toxicité de la langue. Par exemple, la disposition centrale de l'acteur sur ce que nous avons nommé le cube, au centre du demi-cercle formé par les participants, permet sa lecture, qui est une écriture, une conversation et une conservation de la mémoire, sous la forme explicite d'un geste, que j'appelle citoyen, tel celui de l'acteur sur une scène. De la même manière, il faut bien s'imaginer un cercle de lecture comme l'antithèse de ce que ce nom, cercle de lecture, a eu tendance à désigner. Il ne s'agit pas pour un groupe de personnes de se réunir après la lecture individuelle à part d'un même texte afin de donner à tour de rôle son opinion propre sur ce texte. Il ne s'agit pas de goût, mais de jugement et de développement de l'attention, au sens où Nicolas Carr parle de deep attention. L'implication de chaque participant comme acteur, son choix d'un hypomnématon, c'est-à-dire son écriture de soi, qui est une lecture de soi et une lecture de l'autre, passe aussi par une écoute de l'autre. Il s'agit d'écouter l'autre, de développer son attention, puis d'écrire l'autre et soi-même dans une individuation psychosociale qui est une co-individuation,
à travers une différence avec un A de son jugement, afin de bâtir mutuellement des concepts, des idées, et de prendre conscience de sa voix en tant que citoyen individuant la langue. Les cercles de lecture visent par ailleurs à favoriser une conservation anamnésique de savoirs anciens, tout en permettant une critique et une thérapeutique externe du pharmacone numérique. Ils sont anamnésiques parce qu'ils permettent des sauts quantiques dans l'individuation du savoir en passant par une revenance, c'est-à-dire la convocation d'esprit depuis un passé qui n'a jamais été vécu. En effet, les cercles de lecture demandent à la fois une inscription co-individuelle a priori dans les rétentions tertiaires, c'est ce qui advient lorsqu'un participant lit un hypomnématone, que s'il n'a pas lui-même écrit, il a en tout cas choisi et commenté, et que les autres sont censés comprendre, sinon connaître. Mais ils appellent aussi une inscription a posteriori dans les rétentions tertiaires, c'est-à-dire une inscription mémorielle de l'anamnèse produite, d'une manière analogue à ce que décrivait Foucault pour parler des stoïciens. Je cite, « Parmi les tâches que définit le souci de soi, il y a celle de prendre des notes sur soi-même, que l'on pourra relire, d'écrire des traités et des lettres aux amis pour les aider, de conserver ces carnets afin de réactiver pour soi-même les vérités dont on a eu besoin. » Fin de citation. Cette inscription a été pratiquée de deux manières différentes lors de la première saison, à travers l'enregistrement audio et plus rarement vidéo de chaque séance audio en tout cas, mise en ligne à la portée de tout participant potentiel, passé ou futur, afin d'accéder à la possibilité d'une annotation dianoétique de sa propre anamnèse ou de celle des autres. En réécoutant les séances, le participant pouvait critiquer sa propre bêtise ou ses propres défauts d'expression orale par exemple, ce qui représentait la chance d'une épiméthéia en même temps que s'exprimait le caractère impossible à clore, c'est-à-dire pharmacologique et non apodictique, de nos savoirs, puisqu'on pouvait en permanence les retravailler. D'autre part, un site web fut créé, sans pour autant être diffusé ou rendu proprement public, sur lesquels les participants pouvaient confronter les écritures d'eux qu'ils avaient proposées lors des séances à la conversation co-individuelle a posteriori, ou bien proposer en parallèle ou en complément d'autres inscriptions que celles amenées durant les séances. Ce site web, qui a d'emblée été pensé comme provisoire et auquel nous devrons penser une suite véritablement publique, en parallèle à la prochaine saison, propose en outre des outils qui représentent une thérapeutique dans le territoire numérique. Nous avons ainsi doté le site d'une web bibliographie, permettant à chacun d'ajouter à son gré des références ou des ressources présentes sur le web et classifiées de manière simple sous la forme d'hyperliens. Nous avons aussi pour projet d'élaborer une pratique parallèle et en dehors du numérique, ou peut-être sur le numérique, ce n'est pas encore sûr, sous la forme d'un concours contributif d'expression créatrice visant à solliciter l'invention artistique de tous les cerveaux volontaires. Enfin, le problème majeur causé par le pharmacone politique étant l'incapacitation démocratique, la co-individuation anamnésique doit faire office de prise de conscience recapacitante, à travers un investissement du sujet politique, notamment par le biais d'une méta-co-individuation, avec des sujets comme la cité, Paris ou le mépris culturel, et aussi par son dispositif même. Or, contrairement au mouvement Occupy, les cercles de lecture ont été imaginés comme une manière d'investir des espaces symboliques dans le but de s'y individuer, plutôt que d'occuper des espaces diaboliques en n'y faisant rien de significatif, ou en tout cas en y créant une sorte de stase. Or, cette stasis, la guerre civile chez les Grecs, nous pourrions aussi la penser à travers Gilbert Simondon comme un processus anthropique, une décharge énergétique, et comme ce qui appelle une résistance, au sens où la résistance française travaillait contre l'occupation allemande. L'occupation, c'est aussi ce en quoi consiste l'emploi salarié, l'emploi du temps, le pôle emploi, et qui court-circuite l'investissement représenté par le métier. L'échec des mouvements Occupy tiendrait alors à une illégitimité sensible par tous, et en premier lieu par les occupants eux-mêmes, et ne pourrait aboutir à aucun investissement. La préoccupation de soi, qu'est l'épimeleia eautou, n'a rien à voir avec l'occupation d'un espace. La préoccupation de soi, comme le rappelle Foucault, est pour les Grecs un préalable à la conscience de soi, qui en est un outil. Or, le connais-toi toi-même requiert non pas une occupation, mais un investissement de l'espace de soi et de l'espace symbolique. Ce dernier ne peut pas être l'espace de ce que l'on combat, tel Wall Street ou la place de la Bourse. C'est pourquoi les cercles de lecture ont été organisés dans des appartements, des maisons ou des jardins publics et accompagnés d'un certain rituel symbolique, comprenant notamment le principe des agapes, qui rassemble les participants autour d'un repas préparé et pris en commun après la séance.
Mais cet investissement que nous pouvons entrevoir à travers Heidegger comme un bâtir et un habiter, ou un bâtir en vue d'habiter, c'est aussi l'investissement d'un temps de soi, qui est un otium et une scolé, dans la mesure où le temps représenté par les séances, leur préparation, leurs agapes, est investi dans un travail d'invention de soi, qui est un travail volontaire de consistance, alors que le temps perdu par les mouvements Occupy n'est qu'un temps occupé par une négation de l'autre, en l'occurrence pour les mouvements Occupy, les incurieux de Wall Street et des marchés financiers, sur le mode de la subsistance en réaction à. Nous ne devons pas occuper, mais habiter ces temps, ces espaces et ces armes qu'il nous faut bâtir. Et que nous ne pourrons penser avant qu'à cette condition, comme l'explique Simondon à propos de la prédiction du danger, quand il dit « Ce genre de perception de l'état demande une connaissance singulière du lieu en tous ses détails. Il faut que le lieu soit devenu un territoire et non pas seulement un champ d'activité. » Fin de citation. C'est par un investissement du et dans le territoire local ou national, qui est déjà nôtre, à travers la langue et la culture que nous partageons, ou qui devrait l'être en tout cas, que nous pourrons prédire et prescrire de nouvelles thérapeutiques, lesquelles pourraient être rassemblées sous une bannière plus positive que celle d'Occupy, et qui pourrait être celle de l'investissement. Ce qui nous amènerait à renommer notre académie, qui, comme les cercles de lecture, consiste en une co-individuation anamnésique et qui s'accompagne d'agapes, en un moins polémique, mais plus symbolique, investir Épineuil-le-Fleuriel. Cette expérience telle qu'elle a été muée et telle qu'elle doit encore devenir me paraît combiner une bonne part des éléments constitutifs de la théorie pharmacologique exposée plus haut. Cependant, le principe des cercles de lecture soulève encore des questions et des limites, dont la plus importante est celle du transindividuel. En effet, outre qu'il est encore difficile de penser une arme comme la co-individuation anamnésique dans son rapport au transindividuel au sein d'une internation, dans la mesure où il nous reste à penser dans les moindres détails l'internation, il faut bien avouer que la co-individuation, si elle est le préalable indispensable à toute transindividuation, n'y conduit pas de fait. En l'occurrence, ce que les participants à une co-individuation anamnésique produisent comme catégorisation n'a pas nécessairement de portée transindividuelle, et pour que les cercles de lecture et toute autre arme du même acabit permettent de catégoriser dans le transindividuel, il y a en fait 2, voire 3 possibilités. D'abord, la possibilité soit d'instituer, soit de partager le modèle de l'arme. Ou alors, inscrire la catégorisation produite par la co-individuation dans le transindividuel par le biais d'une technologie de transindividuation. La co-individuation produit du sens, mais pour que de la signification naisse, il faut passer par la transindividuation. Or, ce qui peut être catégorisé dans le transindividuel par l'expérience de l'anamnèse co-individuante, c'est le principe même de cette anamnèse à travers l'institution d'un modèle ou son partage. À ce propos, nous lisons dans Ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, de nouveaux appareils de production d'énergie libidinale doivent être conçus et institués, car de tels appareils sont nécessairement des institutions. Fin de citation. Il reste à penser quel mode d'institutionnalisation pourrait correspondre à une arme recapacitante telle que l'anamnèse co-individuante. Une chose est cependant certaine, cette arme doit participer d'un processus de rééducation nationale, qui doit être bien plus large, qui doit reposer sur l'école et la littération qu'elle permet, et se diversifier en parallèle à l'école à travers des pratiques variées. Ce parallélisme doit être aussi une coopération, telle que Bernard l'énonce dans Pharmacologie du Front National, quand il dit que doit naître une politique culturelle réinvestissant l'éducation populaire, pensée en relation étroite avec la politique éducative. Fin de citation. L'institutionnalisation d'initiatives recapacitantes telles que les cercles de lecture devrait donc passer par une relation étroite à l'école et aux institutions académiques, relation qui reste à penser. C'est une des apories du modèle. Nous pourrions d'autre part imaginer l'inscription transindividuelle du principe des cercles de lecture en passant non par les institutions et l'État-nation, mais plutôt par la contribution et le logiciel libre. Il s'agirait alors de développer un modèle ouvert, reprenant les grandes lignes du mode d'existence de l'arme en question, et outre les cercles de lecture, qui ne sont qu'un exemple, cela pourrait concerner n'importe quelle arme différentielle avec un A. Et partager ce modèle en open source, à travers le web, afin de garantir à tout le monde un accès libre et ouvert à cette arme. Chacun pourrait alors co-développer son propre mode de co-individuation anamnésique, dans son territoire, dans sa langue, avec ses propres partenaires de co-individuation, ses propres rétentions et ses protensions propres.
Pour autant, ces deux modes d'inscription dans le transindividuel ne concernent que le principe. Il s'agit de partager le mode d'emploi de l'arme et non les victoires, si maigres soient-elles, obtenues par l'utilisation de cette arme. Pour faire cela, le meilleur moyen serait de passer par une inscription transindividuelle numérique, c'est-à-dire via le web, a posteriori et en complément au processus extranumérique d'invention catégoriale et de conservation des savoirs. C'est vers une telle inscription que se dirigeront d'ailleurs les cercles de lecture, dont le rapport actuel au web, et donc au transindividuel, est encore bien trop limité. Il faudra alors concevoir un médium, un site web, à même de refléter le principe de la co-individuation anamnésique, tout comme les réseaux sociaux que pensent en ce moment Yukiri et Ari Alpin pensent aussi à établir un modèle qui soit sur la base d'une co-individuation. Il faudrait penser la chose comme ça. Et transmettre de manière à la fois ouverte et claire les catégories produites durant les séances. Ceci suppose en outre une bien plus grande critique du pharmacone numérique par les participants, à travers notamment une méta-co-individuation sur le sujet, par exemple un cercle de lecture consacré à cette technologie. L'inscription dans le transindividuel n'est que la plus visible des limites à un modèle théorique que l'on peut supposer infiniment perfectible. Nous pouvons d'ailleurs imaginer la conception d'armes différentes qui, parallèles à la co-individuation anamnésique, parallèles à l'école et parallèles à l'invention catégoriale numérique, permettraient elles aussi la conservation et la conversation de et avec une mémoire des savoirs constitués, à toutes allures et hors du territoire numérique. Ces autres armes, il nous faut les penser, et quand je dis nous, je veux dire nous tous. Merci.